Aujourd'hui, on m'a demandé de parler un petit peu au sujet des États-Unis et comment nous avons développé la pratique de l'éthique de la santé publique aux États-Unis. Donc, je vais partager cela avec vous. Je n'ai que 20 minutes pour vous donner une présentation et j'ai bien beaucoup plus de choses à vous dire. Pour commencer, le développement de la pratique de l'éthique de la santé publique aux États-Unis est en cours depuis presque 20 ans, 2 décennies, pas 2 ans, mais 2 décennies, pour faire avancer ce thème. C'est une expérience très enrichissante et nous n'avons pas encore fini notre travail. Je vais d'abord partager un petit peu nos enseignements. Qu'enseignons-nous? De quoi parlons-nous? Nous parlons de l'éthique dans la santé publique. Quelles compétences nous souhaitons mettre en place pour les professionnels de la santé? Et puis, comment nous intégrons ces choses dans la pratique? Je vais parler un petit peu de l'engagement au sein du secteur de la santé publique, non seulement notre CDC, le Centre pour le contrôle des maladies, mais dans tout le secteur de la santé publique, et puis comment nous essayons également de créer de la demande pour de l'éthique en santé publique, pour que les personnes demandent cette formation et demandent ce type d'expertise. Je vais commencer par ce que nous enseignons. Pour ce faire, il faut voir un petit peu le contexte de la bioéthique. Dans les années 70, le premier usage moderne de ce terme était de Monseller Potter, qui était à l'université de Wisconsin, à Madison, aux États-Unis, et c'est lui qui avait décrit la bioéthique comme étant le mariage de la biologie et des sujets humanitaires. Les sciences humaines et la biologie. Et lui pensait que le monde serait un endroit horrible si on ne réfléchissait pas à comment intégrer les sciences humaines à ce que nous faisons avec la science et la technologie. Donc, il a mis à l'avant ce modèle pour réfléchir à la santé environnementale, la santé de l'écosystème, des animaux, des êtres humains, de la planète. En même temps, il y avait un autre modèle de bioéthique qui était mis en place par l'Université de Georgetown et André Hillegas. Il se concentrait sur la médecine clinique, la santé clinique et la déontologie au sujet des décisions individuelles sur la mort, sur le début de la vie, la fin de la vie, sur les soins que nous donnons aux personnes dans les 6 dernières semaines de leur vie, alors plus comparé à la santé fournie pendant les 60 ans de leur vie. Donc, le modèle Georgetown a gagné au final. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu cette idée de bioéthique aux États-Unis. On essaye de penser un petit peu plus largement comme étant un terme chapeau, et nous savons que l'éthique clinique a une base théorique bien développée. Il y a beaucoup de livres, de littérature au sujet des différentes décisions de santé et l'éthique derrière ces décisions sur la santé. La recherche sur l'éthique a sa propre place maintenant dans la bioéthique également. Si l'on réfléchit aux risques et les avantages pour les participants de la recherche et comment les participants de recherche s'engagent pour la prise de risque au bénéfice de quelqu'un d'autre. Et ces deux choses sont le fonds de financement pour le développement de la bioéthique aux États-Unis. Et la plupart des experts en bioéthique ont eu leur formation en ce sens. Ce qu'on essaye de faire depuis presque 30 ans est de développer ce sous-champ de bioéthique qui s'appelle l'éthique de la santé publique. Et puis ensuite, il y a cette question de l'éthique de l'environnement. Mais les valeurs qui nous motivent, les principes qui nous importent sont différents comparés à ceux de l'éthique médicale ou clinique. Souvent, malheureusement,
nous avons combiné le terme bioéthique avec l'éthique clinique. Donc, si par exemple, je participe à une conférence, je me présente comme bioéthiciste, c'est ce que je fais justement, je suis formée en éthique et en épidémiologie, et je me présente comme étant bioéthiciste. On me demande, vous travaillez dans quel hôpital? Et je leur dis, non, je ne suis pas dans cette bioéthique, mais en fait dans l'éthique de la santé publique. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de changer cette compréhension de la bioéthique. Mon domaine étant l'éthique de santé publique, et je comprends bien que les choses que nous valorisons dans la santé publique, les principes que nous utilisons pour prendre les décisions difficiles en santé publique sont très différents comparés à la médecine clinique. C'était notre premier obstacle pour faire en sorte que toute la population des bioéthicistes comprenne ceci, et pour faire en sorte que les personnes qui font des pratiques de santé publique, que ces personnes-là comprennent pourquoi il est important pour nous de prendre des décisions qui soient bien pensées. Quand je dis l'éthique en santé publique, lorsqu'on parle de l'éthique de la santé publique depuis 30 ans, en fait, on parle de deux choses. Nous voyons l'éthique de la santé publique comme étant un nom et un verbe. Donc, parlons de cela. Pour le nom, l'éthique de la santé publique, nous parlons de la gouvernance morale, de ce que nous mettons en place en santé publique. Quelles sont les valeurs qui sont importantes en santé publique? Comment est-ce que ces valeurs sont différentes comparées à d'autres de la bioéthique? Et si on réfléchit à une décision selon laquelle les valeurs sont en conflit, comment est-ce que l'on sait de quelle valeur il choisit? Ceci vient des choses de la profession des valeurs de santé publique et non pas des personnes impliquées dans l'éthique de la santé publique. Donc voilà pour le nom. Pour le verbe de l'éthique de la santé publique, c'est comment nous prenons des décisions réfléchies sur comment avancer, le raisonnement. Nous savons que le conflit habituel, c'est l'autonomie contre le bien humain. Lorsque nous sommes dans cette situation, la question est de savoir comment est-ce que les professionnels de la santé publique décident dans quel chemin prendre. Il faut donc apprendre comment raisonner à travers des questions avec des valeurs qui se heurtent les unes contre les autres. Surtout dans la politique de santé publique, on prend des décisions pour les actions des autres. Donc, d'une certaine façon, c'est comme la recherche en éthique, où quelqu'un met quelque chose en place au bénéfice de quelqu'un d'autre, plutôt que l'éthique clinique, où je prends le risque pour moi-même. Donc, ce n'est pas moi qui décide ce que je vais faire, je décide ce que vous allez faire. Peu importe la population. Je dois pouvoir le faire d'une façon qui prenne en compte vos valeurs, non seulement mes valeurs. C'est comme cela que nous présentons l'idée de l'éthique de la santé publique aux professionnels de la santé publique. Lorsque nous parlons de ce nom, de cette gouvernance morale, on reconnaît qu'il s'agit du bien commun. Il faut changer de notre boussole morale personnelle. Je sais ce qui me convient, j'ai bien réfléchi à ce qu'il me faut, vous savez ce qu'il vous faut, et ce ne sont pas forcément la même chose. Mais lorsque je prends des décisions pour d'autres personnes, je ne peux pas utiliser ma boussole morale. Je dois utiliser la boussole morale de la profession. Et c'est là dont nous parlons de gouvernance morale. Je dois savoir ce qui est important pour ma profession et ce que ma profession promet au public. Et c'est cela qu'il faut que je sache, que j'évalue. Et lorsque j'ai cette gouvernance morale bien située et je sais ce que je vais faire pour le public, ensuite je dois réfléchir à comment prendre des décisions lorsque ces valeurs entrent en conflit. C'est à cela que nous réfléchissons lorsqu'on réfléchit à comment enseigner aux professionnels de la santé publique au sujet de l'éthique en santé publique. Et comment sommes-nous arrivés là? On a commencé avec des développements théoriques dans la littérature dans les années 2000, où des académiciens indépendants ont commencé à réfléchir à l'éthique en santé publique et ont commencé à écrire des ouvrages là-dessus. Ensuite, ce qu'on a décidé de faire, dans les 2010, en 2014 à peu près, on s'est dit ce qu'il nous faut, c'est d'avoir une liste
de principes et de valeurs accordés pour la profession. Il faut se dire ce à quoi on s'attend. Et puis, il faut dire au public ce à quoi il peut s'attendre. De notre part, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'avoir une délibération nationale au sujet des valeurs de la santé publique, ce qui s'est développé en gouvernance morale qui se trouve dans ce document que vous avez déjà vu. C'est un document mené par la American Public Health Association. C'est une association de professionnels en santé publique dans le pays entier. Il y a environ 50 000 membres, donc ce qui représente tous les différents domaines de professionnels de la santé, que ce soit en laboratoire, en épidémiologie, les responsables de santé régionaux du district, du county, tous les domaines de la santé publique appartiennent à cette organisation. Ce n'est pas une association gouvernementale, c'est une association professionnelle. Donc, nous avons un petit peu de marge de manœuvre pour mettre en place des choses que les associations gouvernementales ne peuvent pas mettre en place, comme le lobbying, le plaidoyer, publier des documents pour expliquer nos réflexions. Et c'est cela, justement, ce que représente ce document. Après environ 4 ans de discussions avec différentes agences du gouvernement, des ONG, les adhérents à l'organisation, nous avons pu résumer ce qu'on a entendu comme les 6 valeurs fondamentales de la santé publique. Quelles sont les choses qui sont importantes à la profession? Ce n'est pas numéroté, mais il n'y en a pas un qui est plus important que d'autres. Nous avons des valeurs partagées, donc nous parlons de ces valeurs comme des choses qui mettent en place nos questions de santé publique et qui sont dans ce document. Simplement pour résumer, nous savons, avec le professionnalisme et la confiance, par exemple, nous savons que tout le travail que nous mettons en place en santé publique, nous reconnaissons que la confiance, c'est notre devise avec le public. Le public doit comprendre que nous avons leurs intérêts au centre de notre travail, qui peuvent faire confiance à nos preuves, à nos principes, etc. Donc, étant professionnel et faire digne de confiance est quelque chose de critique. Bien sûr, nous nous occupons de la santé et le florissement de la santé de la communauté. La justice et la santé, c'est la pierre angulaire de ce que nous faisons. Nous reconnaissons que sans sécurité, sans l'équité de la santé, automatiquement, on n'a pas on ne va pas avoir des communautés êtres humains qui vont prospérer. Et il ne faut pas simplement aborder ou reconnaître les iniquités ou inégalités de santé. Il faut promouvoir l'égalité de santé ou de sanitaire. Donc c'est un peu différent de le constater. On essaie de faire quelque chose et on essaie de faire la distinction, l'éthique de santé publique de l'éthique clinique, mais il y a une forme de intersolidarité lorsqu'on parle de maladies infectieuses et d'autres choses, même avec les maladies chroniques, avec les préventions de blessures, le fait que la santé de chaque personne est liée à la santé de toute autre personne sur la planète. Et c'est très important de le reconnaître. C'est une idée clé. C'est très différent de la médecine clinique lorsque vous trouvez chez votre médecin traitant, vous voulez qu'on s'occupe de vos intérêts, mais dans la santé publique, on parle de manière plus large. Comment on peut créer des comités en bonne santé qui prospèrent, qui fleurissent, mais nous reconnaissons le fait, s'il s'agit du niveau individuel ou au niveau de la communauté, que les droits de l'homme et les libertés civiles sont critiques, d'une importance critique en matière de santé publique, et il faut s'impliquer, il faut impliquer les communautés touchées que nous nous servons. Personne ne connaît mieux leur propre expérience, et que même il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut respecter les valeurs qu'ils apportent à la table pour que on soit ceux qui y participent. Donc après de nombreuses discussions, nous appliquons les valeurs, 6 valeurs clés
de la santé publique. On peut discuter sur lesquels sont les plus importants. Il s'agit d'une liste non hiérarchisée. Mais lorsqu'on regarde la liste, on voit que certaines de ces libertés sont en conflit. Les droits, lorsqu'on regarde les droits de l'homme et les libertés civiles, il y a conflit. Il faut apprendre à gérer le conflit et de parvenir à une solution. Eh bien, c'est ça l'éthique en santé publique. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il faut faire quelque chose parce que, tout d'abord, la santé, l'action de santé publique, c'est un domaine d'action. On ne réfléchit pas à des choses intéressantes. Bon, on fait ceci quand nous avons du temps, mais c'est assez rare. Mais nous prenons des actions. Le public compte sur nous de faire les choses essentielles ou prioritaires. Donc, qu'est-ce qui alimente les décisions de la santé publique? Première chose, les preuves. Combien de vous ont dit que la santé publique est une activité fondée sur les preuves médicales? Nous servons de la science, nous sommes des personnes, nous sommes dans un domaine scientifique, mais ce n'est pas la seule chose qui impulse ce que nous faisons. Un autre facteur qui impulse ce que nous faisons, il y a les lois. C'est un outil, ce sont des outils de santé publique. Parfois, ceci nous dit ce qu'on ne peut pas faire et là où il y a besoin de faire quelque chose. Et donc, lorsqu'il y a une menace, les acteurs de santé publique sont obligatoirement, sur le plan légal, obligés de faire des choses. Et autre point, autre facteur, les valeurs. Les valeurs, c'est plutôt ce que nous devrions faire. Il faut réfléchir à nos actions, ce que nous devrions faire. Quelle est la bonne chose pour ces communautés? Parfois, la communauté sait mieux et donc il faut le reconnaître. Et en fait, il faut intégrer les expériences vécues des communautés touchées pour faire en sorte que, quelles que soient les politiques publiques ou les actions publiques que nous prenions, que ça a été alimenté par l'expérience vécue de certaines communautés touchées. Lorsque nous parlons de faire l'éthique en matière de santé publique, bien que il faudrait prendre en compte de nombreux ingrédients. En fait, une question qu'il faut se poser, qu'est-ce que nous proposons? Est-ce qu'il s'agit d'une proposition éthique? Encore une fois, c'est dans le document, il y a 8 considérations qui devraient être prises en compte sur chaque discussion sur les santé publiques, les politiques de santé publique. Est-ce que c'est une intervention qui soit autorisable sur le plan éthique, ou ce qui est inautorisable? Si cette intervention aide les gens, parfois il y a des choses qu'on peut faire pour aider les communautés qui ne seraient pas adaptées sur le plan éthique. Un exemple classique, un être humain a 8 à 10 organes qui pourrait aider 8 ou 10 autres êtres humains en souffrance. Et donc, c'est un être humain sympathique avec de bons organes robustes. Est-ce qu'on doit les prélever? Mais ça va, bon, il va plus vivre, mais ça va rendre 10 autres humains heureux. Mais en fait, même si on se reconnaissant pour les 10 autres personnes, c'est pas autorisable sur le plan éthique. Est-ce que cette action respectueux des autres communautés? On va que le savoir si on pose la question à ces communautés. La question de réciprocité, est-ce qu'on a fait tout ce que nous avons dû faire pour le rendre le plus facile que possible, pour minimiser l'interruption des personnes auxquelles on a demandé de faire ces actions, de prendre ces décisions? Ensuite, est-ce que ça marche? On veut les pratiques fondées sur les preuves médicales. Le problème avec l'efficacité ou l'efficience, c'est que parfois, nous n'avons aucune idée si la chose va bien fonctionner. C'est essentiel lorsqu'il s'agit des débuts de maladies, des flambées de pandémie. On ne savait pas ce qui marchait au début. Et parfois, on a eu du mal
à gérer le fait qu'on ne savait pas vraiment ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Nous savons que la santé publique a de moins de ressources à disposition. C'est pratiquement partout dans chaque pays. Est-ce que c'est la meilleure façon de gérer nos ressources, notre argent? Ensuite, la question de proportionnalité. Quel est en fait le risque pour la communauté? Et puis la redevabilité et transparité qui est liée à ces premières valeurs de confiance et transparent. Et si nous ne sommes pas redevables, il n'y a aucun moyen pour que les publics peuvent nous faire confiance. Et bien sûr, la participation publique, il faut avoir une approche inclusive, il faut certes toutes les parties prenantes soient autour de la table. Et en fait, nous ne prenons pas toutes nos décisions de cette manière. Ce n'est pas très efficace, pas assez utile, ça va bloquer notre réponse. Mais lorsque nous pouvons, il faut réfléchir comment utiliser ces ingrédients pour alimenter, pour bien prendre des décisions. Lorsqu'on réfléchit à ces décisions, qu'est-ce que c'est que les professionnels de santé devraient pouvoir faire? Eh bien, il y a 4 compétences pour la prise de décision éthique. Tout d'abord, il faut identifier les dimensions éthiques en santé. Si vous ne pouvez pas identifier quelles seraient les valeurs ou seraient les conflits, c'est un problème. Vous avancez en faisant que vous faites les choses adaptées. Donc, il faut aider les professionnels de santé à réfléchir sur les valeurs de nos communautés. Comment est-ce que nous faisons en sorte que ça se coïncide, que ça fasse du bon sens. Deuxième chose, c'est de coordonner. Et il faut dire où sont les dimensions éthiques, où sont les dilemmes, conflits. Comment est-ce que les aborde? Par exemple, avec la COVID, par exemple, nous ne savions pas si les masques étaient utiles ou non. Par rapport à la COVID, nous ne savons pas, mais de porter une masque est assez facile et c'est pour aider, mais nous ne savons pas. Mais ça vaut la précaution si ça protège les vies. C'est pourquoi nous avons développé ces politiques que les personnes devraient porter des masques. En fait, c'est un message très différent lorsque vous dites il faut aller porter masque lorsque vous allez auprès de l'épicier. Mais on n'a pas pris mais on n'a pas pris en compte le fait que certaines personnes sont offusquées par le port des masques, mais en fait, quand même les valeurs devraient alimenter nos décisions. Troisième ensemble de compétences nécessaires pour les professionnels de santé, c'est un modèle de prise de décision. Comment est-ce que nous décidons ce que nous devions faire, comme j'ai indiqué auparavant, ce modèle de délibération, de prendre en compte toutes ces valeurs, les énumérer et de prendre en compte tous ces aspects. Ce n'est pas toujours très efficace, ça prend du temps, mais il faut qu'on en soit capable pour les décisions difficiles. Nous n'avons pas ce genre de délibération pour les décisions simples, mais lorsque nous réfléchissons à demander aux communautés de faire des choses pour la santé qu'ils ne vont pas forcément comprendre et qui ne vont pas forcément avoir envie de faire, il faut présenter des preuves. Il faut réfléchir à quelle est la meilleure façon de décision et comment s'impliquer dans ce processus de prise de décision très important pour les professionnels de santé. Et comme toute professionnel de santé, il faut évaluer ce que nous avons fait, il faut le mettre en œuvre, ensuite l'évaluer. Donc la prochaine fois, nous avons quelque chose sans homme, nous développons en forme comme vous avez la jurisprudence, aux États-Unis, on devait une forme de corpus, de compréhension, d'exemple de ce que nous avons fait dans d'autres situations qui soient semblables. Donc voilà les 4 ensembles de compétences. Identifier les dimensions éthiques, les articuler, les coordonner, prendre une décision, mettre en œuvre les décisions, évaluer. Ça peut prendre du temps à enseigner les professionnels de santé. C'est un petit peu en fonction de la formation et leur plan.
la clé, la méthode. La méthode est donc flexible, participatoire, c'est cyclique. En fait, il ne faut pas prendre une décision. Une fois que vous l'avez pris, c'est quelque chose de fait. Vous tirez un trait en dessous. Et c'est multidimensionnel, à multifacette. C'est pas uniquement ce que le monde de la science nous dit, c'est aussi les valeurs de les communautés. Et il faut que ça soit ouvert à la révision. Parfois, de nouvelles informations, ce sont de nouvelles preuves, mais parfois les nouvelles informations sont différentes perspectives d'une communauté qui a été touchée, peut-être de nouveaux intrants. Il faut rester ouvert à la révision de nos politiques en matière de santé publique. C'est un travail exigeant pour faire en sorte que les professionnels de santé comprennent. Et ça va nous prendre de nombreuses années. Donc, comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous faisons en sorte que les professionnels en santé publique soient sensibilisés à tout ceci? On ne peut pas le faire, ça pose beaucoup de défis, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut impliquer toutes les parties prenantes de la santé publique, y compris les écoles et les écoles et les programmes de santé publique, de créer un cadre, d'enseigner un cadre éthique aux étudiants. C'est important. On a un succès un petit peu assez varié. Parfois, ils sont très motivés. D'autres fois, ils disent c'est trop difficile. Et nous avons travaillé avec succès avec l'Association américaine de santé publique et nous aussi avec pour le Conseil de l'éducation sur la santé publique et l'entité d'homologation pour les masters et doctorants en santé publique. Et parfois, ça fait partie de leurs compétences, parfois pas. Finalement, vous avez entendu mon collègue de CDC, de Centre pour la prévention des maladies. C'est un partenaire critique pour développer les compétences éthiques de la propre main-d'œuvre. Et ça, c'est très important parce que en tant qu'agence pour santé publique, il y avait beaucoup de petits départements de santé publique qui sont plus regarde ce que fait le centre de prévention et de contrôle des maladies. Il le suit comme exemple. Donc, on crée une demande pour ces genres de compétences et on travaille avec succès avec ce qui s'appelle le PHAB, PHAB, le Conseil de certification en matière de santé publique qui certifie les petites divisions de santé publique ou départements de santé publique aux États-Unis. Ils ont un certain nombre de critères pour le processus d'homologation, de certification, pour que les départements puissent aborder les questions de santé publique. Et ça a été très motivant pour les départements de division de santé publique. Nous avons travaillé des journaux et créant des communautés de bonnes pratiques en santé publique. Donc, ça a été un effort assez large pour faire en sorte que tout ceci se passe. Et on va poursuivre nos opérations pour faire en sorte que ce soit un succès pérenne. Merci beaucoup.